Eh bien, vous dire que c'est, Monsieur le Président, avec un très grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans le cadre du 38e congrès de notre fédération. Ça a été rappelé par le présentateur, votre présence lors des congrès de la FNCCR est devenue quasiment une tradition, puisque vous nous en avez déjà fait l'honneur lors de nos congrès en 2016 à Tours, en 2019 à Nice, et lors de ces rendez-vous triennaux, nous avons eu l'occasion de mesurer avec vous tout à la fois l'importance de certains fondamentaux du service public de l'électricité en France, que nous partageons, et en même temps l'accélération spectaculaire des mutations du paysage dans lequel nous exerçons nos missions. En 2019, Monsieur le Président, nous avions conclu nos échanges sur le constat de défis ambitieux devant nous, celui de la transition énergétique et celui de l'adaptation du groupe EDF et des acteurs territoriaux à un monde qui change vite. Nous nous étions également réjouis de l'existence de repères et de points d'appui solides. Je pense au nouveau modèle de contrat de concession que nous avions mis au point moins de 2 ans auparavant. Nous n'avions à l'époque pas vu venir alors ni la crise sanitaire du coronavirus, ni la guerre en Ukraine. Ces événements aux répercussions mondiales ont pourtant impacté et continuent à impacter très profondément nos relations internationales, notre économie et même notre société. Le secteur de l'énergie se trouve en quelque sorte à l'épicentre du séisme. D'un côté, en effet, il est investi de responsabilités vitales. Non seulement il est chargé d'irriguer notre société de ce produit de première nécessité qu'est l'énergie électrique, mais il va jouer aussi un rôle pivot dans la lutte contre le changement climatique. Et d'un autre côté, ce secteur énergétique est devenu concentré d'enjeux stratégiques, militaires, économiques, français, internationaux, un domaine où apparaissent des risques de rupture d'approvisionnement et des tensions inflationnistes extrêmes qui fragilisent bien sûr de nombreuses filières, y compris, on l'évoquait à l'instant, les services publics locaux comme la distribution d'eau ou l'accélération spectaculaire des mutations des services d'eau potable. Au bout de la chaîne, vous avez la précarité de nos concitoyens qui augmente, et puis finalement, c'est l'ordre social tout entier qui risque de vaciller. Nous nous trouvons à un moment charnière de l'histoire du système électrique de notre pays. Je crois qu'il est comparable à ce qui s'est passé en 1946, au sortir de la guerre, lorsque EDF a été créé. Il est emblématique que dans des circonstances, le gouvernement, dans ces circonstances, ait fait le choix de redonner à l'État la maîtrise de la totalité du capital de votre entreprise. Il s'agit d'une toute première étape dans le processus de réorganisation de votre groupe auquel les élus sont particulièrement attentifs. Car nous pensons qu'il y va de la capacité d'EDF et de ses filiales à continuer à assumer leur mission de service public. La résilience, la sécurité d'approvisionnement, l'indépendance nationale, la maîtrise des coûts et bien entendu le respect des territoires et de la décentralisation sont pour nous des fondamentaux. Dans un contexte bouleversé par les récents événements, quel est aujourd'hui le mix énergétique pertinent? Comment convient-il de réformer le système de marché européen de l'électricité de façon à les mettre véritablement au service de l'intérêt général? Quelle place pour la distribution publique d'électricité dans ce nouveau scénario? Il y a quelques mois, la FNCCR a souhaité prendre part au débat sur ces grandes questions en avançant quelques premières propositions. Par exemple, l'extension du périmètre d'éligibilité aux tarifs réglementés de vente pour les collectivités ou l'officialisation dans la loi de l'interdiction des coupures d'électricité sur l'année entière au profit de réductions de puissance sans coupure, à l'instar de ce qui se pratique d'ores et déjà à EDF. Nous avons cru comprendre, à travers certains articles de presse, que l'organisation de la gouvernance d'EDF est actuellement en débat. Je souhaite, pour ma part,
Monsieur le Président, saluer la qualité des relations que nous avons établies, que vous avez établies, que nous avons établies ensemble et que vous avez établies avec les FNCCR. Et nous vous remercions vivement du travail réalisé en commun. Dans ces circonstances... Dans ces circonstances compliquées, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté de nous livrer aujourd'hui votre regard sur ces enjeux cruciaux et de vous prêter après à un échange avec nous, après votre intervention liminaire. Je vais, pour ce faire, m'empresser de vous passer la parole et encore une fois, on peut vous remercier d'être présent parmi nous aujourd'hui. Merci. Monsieur Jean-Bernard Lévy, président du groupe EDF. Monsieur le Président, cher Xavier Pintat, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, d'abord, cher Xavier Pintat, merci pour cette nouvelle occasion qui m'est donnée de m'exprimer auprès des adhérents de votre fédération. Vous êtes particulièrement nombreux aujourd'hui. Je voudrais aussi associer vos différents partenaires. Vous l'avez dit, plus personne ne conteste l'importance, l'urgence des enjeux énergétiques dans le cadre de notre pays et de plus en plus dans le cadre international. À Nice, en 2019, j'avais eu le plaisir et l'honneur de m'exprimer devant vous. Nous parlions notamment de la mise en œuvre de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et bien évidemment, au centre de cette feuille de route se trouvait déjà la décarbonation de notre économie et de notre société pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le dérèglement climatique. Depuis ce précédent congrès, les phénomènes climatiques exceptionnels ont été nombreux et ils gagnent en intensité. Nous nous souvenons tous de la tempête Alex dans la vallée de la Roya et les vallées voisines, la Vésubie, etc. En octobre 2020, nous avons vu chaque été, chaque année, des événements multiples d'orages, de canicules, mais aussi à certains moments de grêle. Et ces signaux d'alerte nous laissent entendre que, sans conteste, des événements dramatiques peuvent se dérouler devant nous. On l'a vu aussi avec les incendies, avec les vents violents subis par la Corse. Ces analyses générales que nous pouvons formuler, la statistique le confirme, nous avons aujourd'hui le dérèglement climatique qui s'accélère. Nous avons également connu quelque chose de totalement inattendu, la crise sanitaire, depuis février-mars 2020, les multiples adaptations auxquelles le Covid nous a contraints. Et après plus de 2 ans, avec l'accalmie actuelle, nous mesurons néanmoins des bouleversements durables qui ont été créés par la pandémie sur la planète. En février 2022, la Russie a engagé une guerre d'agression contre l'Ukraine. Nous voyons à chaque instant les terribles conséquences humaines pour le peuple ukrainien. Et cela a conduit l'Europe à prendre conscience progressivement que le conflit allait entraîner des conséquences économiques et énergétiques indiscutables et de grande ampleur. Mais c'est même avant l'invasion de l'Ukraine que nous avons commencé à voir les prix du gaz augmenter fortement, et cela a rejailli sur les prix de l'électricité. Je vais y revenir dans quelques minutes. Donc depuis notre réunion de Nice, de nombreux événements, et permettez-moi de vous dire avec un peu de fierté qu'EDF a été constamment au rendez-vous. Face aux événements climatiques, nos salariés d'EDF SEI en Guyane ou en Corse, face à la canicule et aux incendies consécutifs à la canicule cet été, la mobilisation de tous, et en particulier la libération de tous les pompiers volontaires d'EDF pour appuyer la lutte contre le feu, que ce soit face au Covid, où à aucun moment notre exploitation n'a été remise en cause, tout s'est déroulé pour l'approvisionnement de nos concitoyens en électricité, comme si de rien n'était pendant le confinement. Nous avons su nous adapter, aussi bien dans la production que dans la distribution. Nous avons été en mesure de respecter nos engagements auprès de tous nos clients, auprès de vous et de vos territoires. Je n'oublie pas non plus que depuis Nice, le périmètre de la fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés de vente, encadré par les concessions qui nous lient, ce périmètre a connu une attrition
du fait de la restriction de son accès aux particuliers et aux professionnels et aux collectivités, mais seulement celles de petite taille. Et cela n'est pas anecdotique dans l'organisation du marché de l'électricité, ça ne l'est pas pour EDF et bien sûr ça ne l'est pas pour la FNCCR et ses adhérents dans le contexte que je viens de rappeler. En 2022, je crois que nous sommes lucides là-dessus, nous rencontrons des difficultés exceptionnelles sur le parc de production nucléaire et nous n'atteindrons pas les niveaux de production que nous avons connus avant le Covid. En 2022 toujours, les réserves en eau sont faibles, elles nous font anticiper une production réduite en hydroélectricité. Je note d'ailleurs que la gestion de la ressource en eau ou les arbitrages rendus nécessaires du fait de la sécheresse sont des sujets dont l'importance croît. L'énergie et l'eau sont de plus en plus interdépendantes et nous devrons apprendre à organiser différemment les choix collectifs que nous aurons à faire. Je reviendrai dans quelques instants aussi sur les conditions de passage des hivers prochains, mais je voudrais d'abord vous dire que nous avons une réponse collective à apporter face aux défis que je viens de rappeler, face aux impératifs qui sont les nôtres. Et ces défis, c'est une réponse en 3 parties. Sobriété, électrification, innovation. C'est bien le sens de la raison d'être d'EDF. Je n'aurais pas pu vous en parler à Nice puisque nous l'avons adopté en Assemblée générale d'EDF en mai 2020. Cette raison d'être, c'est de construire un avenir énergétique neutre en carbone, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. Tout cela est, je dirais, totalement cohérent avec ce qui nous est demandé par les responsables politiques et notamment au moment du discours de Belfort du président de la République le 10 février dernier et à nouveau réitéré par lui-même à Saint-Nazaire la semaine dernière. Ce que nous rencontrons, c'est également votre quotidien. Je crois que nous en sommes bien conscients. La mobilisation des territoires, vous la portez également, ce soit en travaillant sur la maîtrise des consommations avec le désormais célèbre programme ACTE que nous avions lancé à Nice, ou bien dans le développement des énergies renouvelables, où je crois que vous êtes de plus en plus impliqués. Vous le serez encore davantage avec le projet de loi que le gouvernement présente ces jours-ci au Parlement. De nombreuses innovations sont rendues possibles, notamment en matière d'autoconsommation, d'infrastructures de recharge, de programmes de performance énergétique et bientôt, même si c'est aujourd'hui un peu émergent, bientôt l'hydrogène décarboné. À titre d'illustration, puisque nous sommes en Bretagne, je voudrais citer la collaboration entre EDF et les syndicats du Finistère, présidés par Antoine Corolleur, et par le syndicat du Morbihan, présidé par Jo Brohan, je les salue tous les deux. Cette collaboration porte sur le domaine numérique et le développement des territoires connectés. Nous sommes donc pleinement engagés dans l'action, sobriété et innovation, développement des énergies renouvelables et du nucléaire, évolution structurelle du groupe sont nos grands chantiers. Alors, vous parlez de sobriété, faire le lien avec l'innovation, c'est vous dire qu'il est important que nous apprenions à consommer moins d'énergie et donc à gagner en sobriété. Trop longtemps, le mot de sobriété a été l'apanage d'une pensée qu'on pourrait qualifier de contestataire sur la société de consommation, la société consumériste qui a été construite sur une énergie abondante. Et s'agissant du charbon, du pétrole et du gaz, cette absence de sobriété est largement responsable du dérèglement climatique. Trop souvent, cette sobriété s'est vue opposée à une vision réputée progressiste de la société, qui affirme que la technologie est un terme indispensable de l'équation. Il est même arrivé que des militants anti-nucléaires invoquent la sobriété comme argument pour se passer de l'énergie nucléaire, pourtant pilotable et décarbonée. La sobriété est donc polysémique, mais c'est pourtant le terme que je reprends volontiers pour qualifier la nécessaire évolution des comportements individuels et collectifs qui permettront de diminuer autant que possible nos consommations d'énergie. Toutes les études prospectives, en particulier l'étude internationale du GIEC et celle aussi de l'Agence internationale de l'énergie, convergent toutes ces études sur le fait qu'atteindre la neutralité carbone en 2050 supposera une baisse très importante de la demande en énergie. Et il nous faudra donc activer 3 leviers.
Le premier levier, c'est celui de l'électrification des usages. C'est de toute évidence substituer un usage fossile, comme celui du déplacement en voiture thermique, par un usage électrique, comme celui du déplacement en voiture électrique. Cela est rendu possible, notamment grâce à de meilleurs rendements, et puis, in fine, cela nous permet de consommer moins d'énergie primaire. C'est un levier très efficace que celui de l'électrification, puisque selon les études d'EDF, il nous permettra de faire près de la moitié du chemin, environ 45%, près de la moitié du chemin vers le net zéro. Nous nous proposons donc d'accompagner nos clients et les territoires dans l'adoption de nouveaux usages électriques dans les logements. Je citerai les offres d'Easy by EDF, qui accompagnent le déploiement des pompes à chaleur, ou en aidant nos clients à passer à la mobilité électrique, et beaucoup d'entre vous connaissent bien EasyVia et désormais aussi Drive pour les bornes de recharge bilatérales. Nous avons d'ores et déjà équipé la France de près de 25 000 points de charge. Nous voulons doubler ce chiffre dans les 2 ans qui viennent. Parmi ces points de charge, comme je le disais, de plus en plus sont dits intelligents. Ils permettront de restituer de façon bilatérale l'énergie de la batterie de la voiture au réseau lors des épisodes de forte tension, ce qui évite ou évitera de démarrer des moyens de production d'électricité à base d'énergie fossile. Deuxième levier, après la sobriété, le levier de l'efficacité énergétique. Nous le décrivons comme l'amélioration technique des procédés ou des méthodes industrielles. Chaque nouvelle machine acquise par une collectivité, un ménage, une entreprise, grâce à l'innovation, chaque nouvelle machine présente un bilan énergétique meilleur que celui des machines de la génération précédente. Là aussi, une illustration bretonne en matière d'efficacité énergétique que le groupe EDF travaille avec ses partenaires. Je citerai le contrat de performance énergétique sur la commune de Morlaix, avec le soutien bien sûr de notre filiale Dalkia. Ce contrat de performance énergétique sur une durée de 8 ans porte sur 33 bâtiments. 450 000 € vont être investis pour rénover les installations techniques et proposer des solutions innovantes de pilotage énergétique en faveur de la collectivité, ce qui permettra de réduire les consommations de gaz de 18%. Ainsi, les constructions nouvelles ou les constructions rénovées disposeront de caractéristiques thermiques bien meilleures et verront leurs besoins énergétiques réduits. On estime que ce levier de l'efficacité énergétique pourrait représenter jusqu'à 40% de la baisse nécessaire de la consommation pour atteindre le net zéro. Troisième levier, celui de la sobriété, c'est-à-dire des économies d'énergie que la société est prête à consentir en faisant des efforts. En suivant notre raisonnement, elle doit absolument permettre de couvrir au moins les 15%, 100 moins 45 moins 40, il reste 15% d'économies énergie attendues. Ces 15% d'économies obtenues grâce à des comportements plus sobres, nous ne les voyons pas comme un simple complément à 2 autres voies plus technologiques de l'électrification et de l'efficacité énergétique. Bien au contraire, nous pensons que le changement de nos comportements est essentiel pour atteindre la neutralité carbone. Plus l'effort de sobriété portera de fruits, moins le besoin de produire de l'électricité en grande quantité sera important. Or, et c'est un électricien qui vous le dit, produire de l'électricité, même décarbonée, même peu coûteuse, même en toute sûreté, ce n'est pas un jeu à somme nulle pour la planète. L'électricité décarbonée a aussi des impacts sur la biodiversité, avec une pression sur les matériaux rares, sur l'artificialisation des sols, sur les déchets, et puis un enjeu général que nous connaissons tous, celui de l'acceptabilité. À titre d'exemple, je voudrais vous dire que la voiture électrique, nous le savons, c'est 10 fois moins de carbone émis dans l'atmosphère pendant sa durée de vie que son équivalent, la voiture thermique. Mais c'est aussi 4 fois plus de cuivre consommé. Ce n'est donc pas un jeu à somme nulle. L'effort de sobriété est bien essentiel dans l'échelle des nouvelles valeurs de notre société. Et pour une entreprise de service public comme EDF, la sobriété passe par une incitation de nos clients à adopter des comportements différents. Nous voulons donc accompagner tous nos clients, professionnels et particuliers, dans la réduction de leur consommation. Sur le plan opérationnel, je vais citer le plan solaire pour accélérer le développement de cette énergie très accessible. Et nous savons qu'en matière solaire, nos voisins font nettement mieux.
Je voudrais citer notre plan mobilité, j'en avais déjà dit un mot, sur le déploiement beaucoup plus rapide de bornes de recharge. Le plan stockage, parce que nous avons à rendre possible de nombreuses solutions innovantes hybridant le stockage et la production, et qui seront de plus en plus nécessaires. Et enfin, le plan hydrogène, sur ce dernier sujet, qui est d'actualité, puisque je me suis fait excuser auprès de Madame Borne, qui annonce un plan hydrogène aujourd'hui même dans l'Oise. Je ne sais pas si vous le savez, ce matin même. Mais ça, c'est le plan du gouvernement. Le plan d'EDF, très modestement, repose sur la mise en œuvre effective d'une production d'hydrogène décarboné. Nous l'avons fait à titre, je dirais, d'exemple, un peu pionnier, dans la ville d'Auxerre, pour alimenter les usages urbains du territoire et les lignes de chemin de fer qui desservent Auxerre. Et puis demain, c'est Belfort, c'est Châteauroux. C'est un projet que notre filiale Dynamix, qui est présente ici sur le salon, peut vous présenter sur son stand. Et puis d'autres agglomérations qui vont également venir à l'hydrogène. Ensemble avec vous, avec les acteurs du territoire, par l'innovation, par la transformation de nos pratiques, de nos industries, de nos investissements, nous allons réussir à relever le défi de la sobriété, parce que nous n'avons pas le choix. Et puis nous n'avons pas le choix déjà en ce qui concerne l'hiver prochain, puisqu'au cours des prochaines semaines et des mois à venir, nous serons tous très attentifs à expliquer à nos concitoyens que ça relève bien d'eux que d'aider à ce que l'hiver se déroule dans les meilleures conditions possibles. Et donc nous allons sensibiliser nos clients, nous allons relayer activement les campagnes du gouvernement et de RTE avec nos propres moyens, et en particulier par une campagne média significative qui sera lancée dans quelques jours. Nous allons aussi renforcer les moyens que nous mettons en œuvre pour apporter à nos clients des conseils, une pédagogie pour les aider à suivre et à maîtriser leur consommation. Nous avons obtenu, je voyais Marc Benayoun et il sait combien ça n'a pas été facile, nous avons obtenu l'autorisation de la ministre de promouvoir, j'allais dire enfin, de promouvoir l'option Tempo auprès de nos clients au tarif réglementé de vente. Et nous allons donc démarrer, là aussi très vite, une campagne auprès de 5 millions de clients qui auraient grand intérêt à migrer vers l'option Tempo. Pour les autres, qui sont de moins gros consommateurs que ceux qui auraient intérêt à aller vers Tempo, nous allons là aussi relancer l'option heure pleine, heure creuse. Elle est particulièrement intéressante et autant Tempo est un peu tombé en désuétude ces dernières années, autant je voudrais rappeler que nous avons 10 millions de clients heure pleine, heure creuse. C'est un choix qui reste très pertinent et nous pouvons continuer à aller dans ce sens. Cela permettra de lisser les pointes. Voilà, nous allons donc informer plus profondément nos clients du fonctionnement et des conséquences du choix qu'ils font en matière tarifaire. Pour les entreprises, c'est un peu la même chose. Nous avons conçu une campagne commerciale pour les inciter à s'effacer au cours de l'hiver qui vient ou à moduler leur consommation. Et pour les grands clients, nous sommes très actifs puisque nous avons d'ores et déjà, depuis quelques semaines, augmenté le gisement d'effacement de 150 MW, ce n'est pas négligeable. Pour soutenir tous ces efforts, nous avons renforcé la formation de nos conseillers clients et nos équipes commerciales en région, responsables de la relation avec nos clients industriels et tertiaires. Au total, particuliers plus entreprises, nous pensons pour l'hiver qui arrive que nos actions représenteront un gisement additionnel d'environ 1 gigawatt, la majorité probablement venant de nouveaux clients résidentiels au TRV avec l'option Tempo. Donc je voudrais d'abord vous dire que les équipes d'EDF sont pleinement mobilisées pour faire en sorte que le passage de l'hiver prochain se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais vous parler, après avoir parlé de consommation, d'optimisation, de la place que l'électricité prendra. Je voudrais aussi vous parler bien sûr de nos moyens de production d'électricité dans les années, j'allais dire dans les décennies qui viennent. Vous savez que le temps de notre industrie, c'est le temps long. C'est le deuxième chantier que le président avait évoqué dans la feuille de route de Belfort. La sortie des énergies fossiles, pétrole et gaz, implique un fort développement de la production d'électricité. Dans les 30 années qui viennent, nous allons réduire notre consommation globale d'énergie d'environ 40% pour tenir le net zéro, mais nous devons produire environ 60% d'électricité en plus, et bien sûr, exclusivement de l'électricité décarbonée.
Et la stratégie adoptée par la France, le discours de Belfort est d'ailleurs antérieur de 15 jours à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La stratégie donc adoptée par la France en matière de production est une stratégie plurielle. Il nous faut à la fois développer massivement les énergies renouvelables et lancer un nouveau programme nucléaire. Sur ces deux aspects, les ambitions d'EDF sont évidemment majeures. Nous entendons résolument tenir une place essentielle. En premier lieu, dans les énergies renouvelables, dans toutes ces dimensions, sous tous leurs aspects. On pourrait prendre comme illustration le développement de l'éolien offshore sur nos côtes. Avec notre filiale EDF Renouvelables, nous sommes les leaders en France sur l'offshore, puisque 4 des 7 parcs nous ont été attribués. Et j'ai le plaisir à les citer: Courseulles-sur-Mer dans le Calvados, Fécamp, Seine-Maritime, Dunkerque dans le département du Nord, et bien sûr le premier des parcs français qui désormais fonctionne, celui de Saint-Nazaire. La construction est terminée, le président de la République, vous le savez tous, a inauguré ce parc jeudi dernier. Les premiers électrons sont produits et envoyés sur le réseau depuis déjà quelques semaines, et avec 80 machines, 480 MW de puissance au total, je crois que le parc de Saint-Nazaire marquera l'histoire énergétique de la France. Et si l'on s'en tient au discours de Belfort, et de Saint-Nazaire aussi d'ailleurs, du président Macron, ce parc est le premier de 50 parcs envisagés, devant cumuler 40 gigawatts de puissance potentielle en 2050. Cette infrastructure toute neuve à Saint-Nazaire marquera aussi notre histoire, parce que nous nous félicitons de la qualité de la concertation engagée avec les acteurs du territoire, au premier rang desquels les collectivités territoriales, mais aussi bien sûr les pêcheurs. Et j'ai eu plaisir d'entendre le représentant des pêcheurs, comme il l'avait fait l'année dernière auprès de Jean Castex lorsque le Premier ministre était venu sur le parc de Saint-Nazaire. J'ai eu plaisir à l'entendre à nouveau jeudi dernier sur le bateau qui convoyait le président de la République et quelques autres personnes, se féliciter de la capacité que nous avons eue à faire adopter cette installation nouvelle par la collectivité des pêcheurs qui sont basés dans l'estuaire de la Loire. Nous voulons prendre en compte les enjeux de la biodiversité. Nous voulons mettre en œuvre des stratégies d'évitement, de réduction, de compensation avec une intense collaboration avec les communautés scientifiques et les parties prenantes actives, les pêcheurs en font bien sûr partie, dans la préservation de l'écosystème marin. Et puis ce parc de Saint-Nazaire, il est aussi représentatif de l'importance économique et industrielle de cette nouvelle activité pour notre pays, qu'est l'éolien offshore. Le parc de Saint-Nazaire, c'est 2 milliards d'investissements, 1200 emplois en Pays de Loire dans la phase de construction, 2300 pendant la construction à la maille nationale. Ce sont 200 entreprises françaises qui ont été impliquées, et dans la phase d'exploitation qui va bientôt débuter, 100 emplois pérennes basés à La Turballe. C'est un enjeu industriel majeur si vous multipliez ces chiffres par 50 parcs. Je voudrais aussi citer bien sûr la contribution essentielle de la production hydraulique à notre avenir énergétique, sans revenir plus longuement sur les enjeux réglementaires et concessifs qui sont associés. J'en profite pour saluer le syndicat départemental de l'Ille-et-Vilaine et son président Olivier Dehaze, avec qui nous avons le plaisir d'organiser demain, dans le cadre de votre congrès, une visite de l'usine marémotrice de la Rance, et je comprends que vous êtes nombreux, je m'en félicite, à être inscrits. Les freins identifiés sur les délais d'instruction, d'autorisation, de permitting, comme on dit, des énergies renouvelables, doivent être levés. Le projet de loi qui est passé en Conseil des ministres avant-hier sera bientôt présenté au Sénat. Nous savons que rien ne se fera en matière d'énergie renouvelable sans une concertation exigeante avec les territoires concernés, sans une construction collective permettant de vous impliquer du début du projet jusqu'à sa réalisation. Rien ne se fera sans innovation pour la valorisation locale de l'électricité produite, gage de résilience énergétique locale, de maîtrise de l'approvisionnement, d'appropriation par tous des enjeux de transition énergétique. En second lieu, nous avons devant nous, bien sûr, l'immense et stratégique chantier de la relance du nucléaire, pour le bon fonctionnement de notre parc, mais bien sûr aussi pour la construction de nouveaux réacteurs. Alors laissez-moi d'abord vous dire quelques mots sur l'actualité du parc, sur le phénomène de corrosion sous contrainte que nous appelons la CSC, que nous avons détecté à l'automne 2021. En effet, lors de contrôles au moment de la visite décennale sur la centrale de Civaux 1,
Dans la Vienne, EDF a détecté un endommagement de l'acier du circuit d'injection de sécurité. Des contrôles sur des réacteurs similaires nous ont conduits à mettre rapidement à l'arrêt les 3 autres réacteurs du même palier, le palier N4, le palier le plus récent du parc nucléaire. Nous avons effectué de nombreux contrôles, de nombreuses analyses, et nous avons ainsi défini un périmètre des réacteurs les plus sensibles à l'apparition du phénomène de corrosion. Nous avons identifié les zones spécifiques à surveiller au sein de chaque réacteur et nous avons établi un plan de contrôle pour le reste du parc. Nous avons présenté au mois de mai ces propositions à l'autorité de sûreté nucléaire. À la fin du mois de juillet 2022, dans un document public, l'autorité de sûreté nucléaire a jugé notre stratégie appropriée. Bien sûr, l'apparition de corrosion sur ces tuyauteries n'était absolument pas attendue. Mais au bout de 6 mois, grâce au travail de nos experts, nous estimons avoir une bonne compréhension des conditions d'apparition de cette corrosion et de ses conséquences. Nous avons aussi développé un nouveau moyen de contrôle non destructif qui va nous permettre de poursuivre avec plus d'efficacité le diagnostic de nos réacteurs. Ce programme de contrôle a lui aussi été approuvé par l'autorité de sûreté nucléaire fin juillet. Et donc nos équipes et celles de nos partenaires industriels sont totalement mobilisées pour effectuer les travaux de réparation et remettre sur le réseau le maximum de réacteurs possibles pour le prochain hiver. Notre objectif, c'est d'obtenir sur les mois de décembre, janvier, février, mars de l'hiver 22-23 la même capacité nucléaire que celle que nous avons eue sur l'hiver précédent, avec, comme vous l'avez tous vu, quelques périodes de froid, et le réseau a tenu. Donc notre objectif, c'est que nous fassions aussi bien dans l'hiver qui vient que l'hiver précédent. Et puis, au moment d'engager le programme de 6 nouveaux réacteurs nucléaires en France, il faut dire que ces problèmes renforcent notre constat sur le besoin en compétences, dans une filière qui a été peut-être un peu moins valorisée qu'elle ne l'avait été au moment de la construction du parc pendant les 2 dernières décennies. Nous avons besoin de nouvelles compétences dans des domaines qui ont évolué, le soudage, les capacités de calcul. Nous constatons que l'appareil industriel français doit être renforcé dans de nombreux domaines. Je pourrais aussi parler de la fabrication des équipements forgés nécessaires à la réparation des tuyauteries sur lesquelles nous avons obtenu, dans des délais records, les équipements dont nous avons besoin de la part de 2 entreprises industrielles italiennes. Donc c'est bien un plan Marshall, ce sont les mots du président de l'autorité de sûreté nucléaire, qui est nécessaire devant nous pour remonter la pente en matière de compétences, en matière de disponibilité des meilleures capacités qui, bien sûr, à condition de s'y prendre en anticipant, sont et seront disponibles dans notre pays lorsque nous en aurons besoin. C'est donc dans la durée que nous allons nous mobiliser pour permettre la prolongation de tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être, sans rien céder à la sûreté. Vous le savez, on en avait parlé lors de mes interventions précédentes, nous avons engagé le grand carénage du parc. Aujourd'hui, nous avons terminé les 4e visites décennales de 7 réacteurs de la catégorie 900 MW. À Nice, nous n'en avions pas terminé un seul. Aujourd'hui, nous sommes à 7 et ce programme se poursuit au rythme prévu. Au-delà, récemment, il a été demandé à EDF d'étudier en lien avec l'autorité de sûreté nucléaire les conditions d'une prolongation de nos réacteurs au-delà de 50 ans de durée de vie. Et puis, bien sûr, nous allons maintenant nous engager de façon beaucoup plus concrète dans le programme du nouveau nucléaire, la construction des nouvelles centrales. Et pour préparer cette construction, j'ai engagé un plan d'excellence de la filière nucléaire, le plan Excel, engagé dans les dernières semaines de 2019. Pour les 6 premiers EPR2, ce sont les territoires de Penly, en Seine-Maritime, de Gravelines dans le Nord, de Bugey, potentiellement dans l'Ain, ou de Tricastin, potentiellement dans la Drôme, qui sont les plus concernés. À ce titre, une première concertation publique est engagée. Des discussions parlementaires vont suivre dans le cadre du projet de loi que le gouvernement prépare sur le sujet et qui a été envoyé au Conseil national de la transition énergétique en début de semaine. Ce programme de construction de 6 réacteurs nucléaires, il est chiffré à 51,7 milliards d'euros et il rassemblera les 3000 entreprises
de la filière nucléaire française. Il va donc irriguer de très nombreux territoires. À l'issue de ce programme, la phase d'exploitation concernera 10 000 emplois pérennes. Et au-delà des 6 EPR qui sont aujourd'hui en projet, à la demande du président de la République, nous lançons les études sur la construction de 8 EPR additionnels. Là encore, une collaboration étroite avec les acteurs territoriaux sur les conditions d'intégration des futurs chantiers sera la règle. Le chantier de Penly entraînera la croissance de la population et de l'activité économique dans la région. On s'en occupe déjà de façon extrêmement active avec M. Morin et tous les acteurs de la Normandie. Nous considérons que ce sont environ 8 000 emplois directs, indirects et induits qui seront concernés pendant le chantier, ainsi que des retombées fiscales significatives. Et en amont, là aussi, nous avons anticipé depuis plusieurs années. C'est toute la question de la formation et du recrutement qu'il nous faut traiter, et nous ne réussirons à traiter ces sujets de recrutement et de formation que si nous le faisons ensemble. Le temps me manque pour évoquer les petits réacteurs modulaires, qu'on appelle des SMR, mais je crois que dans le nouveau nucléaire, dans les grands réacteurs comme dans les plus petits, notre engagement industriel, qui nous permettra de mettre en service 25 gigawatts de nouvelles capacités nucléaires d'ici à 2050, est un défi formidable. Ensemble, nous allons nous attaquer à ce programme pour le réussir. Le monde de l'énergie est engagé dans une transformation exigeante, et vous l'avez dit, EDF va faire évoluer son cadre de travail pour lui permettre de jouer tout son rôle. Cela passe par une réforme profonde qui nous permettra d'avoir pleinement et durablement les moyens des ambitions qui nous sont fixées par les responsables politiques, et en particulier les moyens pour investir. Le président de la République, là encore dans son discours de Belfort, a esquissé les grands objectifs de cette réforme. Il faut financer le nouveau nucléaire, il faut protéger les consommateurs d'électricité bas carbone, il faut aussi protéger le patrimoine hydraulique de notre pays et même éventuellement reprendre les investissements dans cette énergie. Et puis, il faut évidemment renforcer notre souveraineté énergétique, industrielle, économique. Ces objectifs stratégiques s'adressent bien sûr en premier lieu à EDF, et vous l'avez dit là aussi, Monsieur le Président, à ce titre, la détention de 100% du capital d'EDF par l'État correspond aux besoins des 30 prochaines années. Nous avons besoin, dans ce nouveau cadre, d'une réforme profonde de la manière dont nous allons financer nos activités et peut-être aussi de la manière dont nous allons nous organiser. Cette réforme profonde, cela fait plusieurs années que j'en suis l'avocat le plus fervent. Je suis bien conscient qu'une des clés de succès de cette nouvelle phase, c'est d'obtenir l'adhésion la plus large en faveur d'une telle réforme. Le chemin devra en être trouvé entre EDF, le gouvernement, la concertation avec les parties prenantes de l'entreprise, dont les collectivités que vous représentez, bien sûr, au sein de la FNCCR. Je sais l'attachement que vous portez avec nous, à EDF, à Enedis aussi, à l'ensemble des sociétés du groupe, à l'ensemble des salariés du groupe. Et je sais que, s'agissant plus particulièrement d'Enedis, vous êtes vigilants quant à la préservation de la capacité d'investissement d'Enedis. Je le suis aussi. Nous sommes en permanence aux côtés d'Enedis pour soutenir une trajectoire d'investissement ambitieuse, celle qu'exige l'accélération de la transition écologique et la décarbonation des usages. L'alignement industriel et économique entre EDF et Enedis est essentiel. En tant qu'actionnaire, je peux vous dire que nous soutenons la stratégie ambitieuse d'Enedis, nous l'évaluons en permanence au regard de l'évolution du contexte, et nous savons que le besoin d'investissement est revu à la hausse du fait de nombreux raccordements d'installations solaires, entre autres. Le niveau annuel des investissements devant nous atteint et dépassera 5 milliards d'euros de dépenses par an. Je sais que Marianne Legnaud, que je salue, vous en a parlé déjà hier. EDF est donc un actionnaire aligné sur une vision de long terme d'Enedis, et pour cela, Enedis a besoin d'une bonne régulation, d'un climat de confiance avec les autorités concédantes et d'un niveau de profitabilité convenable. Je voudrais aussi revenir ici quelques minutes sur notre vision et notre présence sur le marché des clients particuliers, dans le cadre du tarif réglementé de vente et au-delà.
Nous évoluons sur des marchés de l'électricité et du gaz pleinement concurrentiels. Avec l'envolée des prix de l'énergie sur les marchés de gros, dans le contexte international que nous connaissons, le paysage de la concurrence a évolué. Des fournisseurs ont supprimé ou suspendu des offres ou ils les ont rendues inaccessibles par des prix prohibitifs. Même certains d'entre eux se sont complètement retirés du marché, parfois dans des conditions insupportables pour leurs clients. Cette crise a donc révélé que tous les fournisseurs n'offrent pas la même fiabilité à leurs clients. La fourniture d'énergie est pourtant un métier qui exige des garanties de sérieux, en particulier lorsqu'on délivre un produit de première nécessité comme l'électricité. Ce sérieux passe aussi par des offres claires et par des conditions de commercialisation respectueuses des consommateurs. Sur ce dernier point, nos clients sont trop souvent victimes de pratiques commerciales déloyales, malgré les menaces ou les sanctions qui seront prononcées par la justice. Le médiateur national de l'énergie partage cette préoccupation. Il en souligne l'importance dans le climat de confiance nécessaire entre le client et ce fournisseur. EDF apparaît bien sûr dans ce contexte comme le fournisseur refuge. Notre activité sur nos plateaux clients a été doublée, ce qui témoigne du haut niveau de confiance dont nous jouissons. C'est une fierté pour l'entreprise, mais cela nous oblige également. En électricité, les ménages français continuent d'avoir le choix entre le tarif réglementé, le tarif bleu, et des offres de marché qui leur sont proposées chez EDF au travers d'un parcours de souscription bien distinct. Le tarif bleu est pérennisé, il reste compatible avec le cadre juridique européen. Il est l'un des instruments sur lesquels s'appuie l'État pour construire son bouclier tarifaire et je connais l'attachement des adhérents de la FNCCR à ce tarif dont nous vous rendons compte chaque année dans le cadre de l'exécution des contrats de concession. EDF a enrichi ces dernières années sa gamme d'offres et de services et notre objectif est d'être en capacité de répondre aux attentes de tous nos clients dans leur diversité. Avec une électricité qui peut être garantie d'origine 100% verte, avec une électricité qui est quelquefois locale, de manière à soutenir des productions locales. Nous avons ainsi une offre Vert Électrique Bretagne. Et puis nous avons aussi d'autres offres, et je voudrais souligner l'importance des tarifications que nous proposons pour avoir la bonne réponse à ceux qui ont besoin de recharger un véhicule électrique. S'adapter à nos clients, c'est donc différentes solutions complémentaires, mais c'est aussi la qualité de service de notre accueil téléphonique assuré par 5000 conseillers clients. Chez nous, je vous le rappelle, ils sont tous basés en France. C'est notre choix. Nous sommes aussi fiers d'avoir été l'an dernier le premier énergéticien à obtenir la certification Relations clients en France, délivrée par l'AFNOR aux entreprises françaises qui ont fait ce choix d'implanter l'intégralité de leurs services clients en France. Les outils et les solutions numériques que nous proposons à nos clients, en particulier l'application EDF et moi avec ses 6 millions d'utilisateurs, nos solutions de suivi conso, tout cela nous permet de gérer sereinement la relation avec nos clients et à les aider à maîtriser leur consommation et leurs factures et à se sentir eux-mêmes des acteurs de la transition énergétique attentifs à leur impact carbone. Notre engagement se manifeste également vers les ménages en situation de précarité énergétique. Depuis 10 ans, nous contribuons au financement de 2 grands programmes nationaux. Le programme Habiter mieux, piloté par l'Agence nationale de l'habitat, et le programme Toi d'abord, géré par notre partenaire historique, la Fondation Abbé Pierre. Nous allons expérimenter de nouvelles formules, explorer de nouveaux partenariats dans le cadre de la rénovation des logements des clients les plus fragiles. Là, à nouveau, en région Bretagne, nous avons engagé des initiatives avec des acteurs locaux, notamment en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, pour trouver un financement du reste à charge après la prise en compte des aides publiques. Notre engagement dans la lutte contre la précarité revêt d'autres formes. L'aide au paiement, l'accompagnement des clients en difficulté, la mobilisation d'EDF pour l'appropriation du chèque énergie par tous les bénéficiaires, alors que nous savons que près de 20% des clients éligibles n'utilisent pas cette aide. Nous maintenons aussi une contribution financière significative au Fonds Solidarité Logement géré par les départements ou les métropoles. Nous mobilisons en outre un dispositif unique composé de 230 experts solidarité présents dans les territoires pour accompagner les clients en difficulté en étroite collaboration avec les services sociaux, les structures de médiation et le monde associatif.
L'accompagnement des clients, c'est aussi les aider à maîtriser leur consommation. Par exemple, comprendre quels sont les appareils qui consomment le plus. Nous avons lancé un nouveau service, InfoWatt, destiné aux clients bénéficiaires du chèque énergie équipés d'un compteur Linky, qui leur permet de suivre leur consommation d'électricité en temps réel, en kilowattheures, pour ceux qui suivent, et surtout en euros, c'est ce qui est le plus important. Et puis, comme cela a été souligné, cher Président, l'année dernière, nous nous sommes engagés à accompagner encore davantage nos clients particuliers en situation d'impayés, en mettant fin aux coupures d'alimentation en électricité tout au long de l'année et pas simplement dans le cadre de nos obligations réglementaires pendant la période de trêve hivernale. Nous avons donc remplacé la coupure par une limitation de puissance à 1 kVA, vous pourrez dire 1 kW. Cette décision est entrée en vigueur le 1er avril de cette année, à la fin de la période hivernale. Et pour vous le confirmer, votre vice-présidente Denise Saint-Pé, sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, très engagée sur ces questions, elle nous avait interrogés publiquement il y a quelques mois. Je voudrais donc vous dire que cet engagement d'EDF, et elle le sait bien, n'est pas de circonstance, mais que pour nous, il est durable. Il fait partie de notre politique de lutte contre la précarité énergétique et au cœur de la responsabilité sociale d'entreprise d'EDF. Quelques commentaires sur les prix de détail, point qui est évidemment fondamental, et vous savez que je me bats depuis des années pour que le prix de l'électricité reflète mieux les coûts de production et ne soit pas influencé, comme il l'est encore aujourd'hui, au premier ordre, par le prix du gaz. On peut se réjouir d'entendre qu'enfin l'Europe, par la voix de la présidente von der Leyen ou de la commissaire à l'énergie Kadri Simpson, enfin l'Europe vient d'ouvrir la voie à l'évolution du modèle de marché, qu'on appelle aussi le market design. À l'issue du Conseil des ministres de l'énergie du 26 juillet, la Commission européenne s'est engagée à transmettre au Parlement et au Conseil une proposition législative réformant le marché de l'électricité. Cette transmission est attendue au cours de l'année 2023 et la France pourra évidemment proposer ses propres propositions de réforme. Nous aimerions que cette réforme intervienne rapidement, mais les élections européennes arrivent un peu tôt. Et donc il est probable qu'il faut d'abord et avant tout mettre en œuvre des mesures d'urgence pour protéger les consommateurs. C'est le sens des annonces de Mme Borne, notre Première ministre, sur l'évolution en 2023 du bouclier tarifaire. C'est aussi le sens des mesures d'urgence à l'agenda du Conseil européen des ministres de l'énergie qui se réunit à nouveau vendredi. Le marché des entreprises et des collectivités, et je parle ici des clients pour qui le TRV en métropole continentale n'existe plus, vit une situation complexe. Vous la connaissez parfaitement dans vos activités d'élus, de responsables de services publics locaux. Vous avez eu l'occasion d'en parler avec Marc Benayoun à l'occasion d'un de vos conseils d'administration l'hiver dernier. Vous avez publié en juin dernier 5 propositions pour les consommateurs et les territoires dans le contexte de la crise du prix de l'énergie. Bien sûr, cette publication s'adresse d'abord et avant tout à l'État, mais elle a bien sûr retenu l'attention d'EDF, en particulier lorsque vous demandez des garanties de sérieux pour les sociétés qui souhaitent exercer l'activité de fourniture d'énergie. Concernant l'élargissement potentiel de l'éligibilité des collectivités au TRV, vous le savez, ce point n'est pas du ressort d'EDF, mais des pouvoirs publics. Aujourd'hui, nous assistons au retour de certaines collectivités, souvent en sortie de groupement, parce qu'elles y sont éligibles de par leur petite taille. C'est probablement une bonne solution pour ces petites collectivités, mais au-delà, le débat nous échappe. Quelques mots sur l'Arenh. J'ai exprimé tant de fois ce que EDF pense de l'Arenh, le poison du système électrique français. Tout récemment, j'ai répondu à nouveau publiquement au rapport de la Cour des comptes sur l'organisation des marchés de l'électricité. Les décisions qui ont été prises sur le rehaussement de l'Arenh l'hiver 2022 ne font que renforcer les effets néfastes pour EDF. Vous le savez, ce mécanisme ne peut se prolonger sans mettre en péril l'héritage et les principes de justice qui sont appliqués par EDF depuis 1946. J'ai pris note avec intérêt de la convergence de votre analyse avec la nôtre. Vous l'exprimez en disant que le mécanisme de l'Arenh qui doit s'achever en 2025 ne peut constituer une solution dans la mesure où il organise un système de rente au profit de certains fournisseurs d'électricité opportunistes qui n'apportent aucune plus-value au système énergétique français, au territoire et à la décarbonation. Ce sont les mots de
du document de la FNCCR, c'est du miel aux oreilles d'EDF, vous le savez, et donc j'ai plaisir à vous citer. Il me reste à vous dire que nous avons besoin d'une bonne solution dans la durée pour une rémunération juste pour le producteur que nous sommes, pour nous permettre d'investir dans des moyens de production nécessaires à notre transition énergétique et à la maîtrise des prix pour les consommateurs, avec des signaux adaptés permettant d'investir dans des solutions performantes et décarbonées pour le long terme, pour le temps long qui est le nôtre. Avant de conclure, je voudrais saluer le travail qui a été réalisé sous votre présidence, cher président Pinta, sur les concessions de distribution et de fourniture. Ces concessions sont au cœur de relations nouées entre EDF, Enedis et la FNCCR. C'est un travail collectif que je salue bien volontiers, qui a été mené pour renouveler des contrats de concession qui lient les collectivités concédantes que vous êtes à Enedis et à EDF sur la base du modèle national établi ensemble il y a 5 ans. Et je voudrais souligner le rôle si efficace de Philippe Monlobou et aujourd'hui de Marianne Legnaud pour faire en sorte que le chemin parcouru soit celui que je vais décrire là et que vous connaissez. Plus de 300 nouveaux contrats de concession, 90% des contrats des syndicats départementaux et intercommunaux renouvelés, la très grande majorité pour 30 ans, la totalité des contrats de métropole et de communautés urbaines renouvelés, confortant ainsi le modèle des travaux que nous avions menés ensemble. Je voudrais souligner aussi, je lui en parlais juste avant de rentrer dans cette salle, la signature du contrat de concession de la Nièvre avec votre vice-président délégué Guy Ourkabi et l'anticipation de celle qui est prévue avant la fin de l'année avec le président du syndicat des Côtes d'Armor, Dominique Ramard. Et puis je voudrais aussi dire un mot sur les évolutions notables ces dernières années concernant les territoires insulaires. Nous avons signé le 1er mars 2022 un accord cadre sur la mise en œuvre d'un nouveau modèle de contrat de concession pour les zones dites non interconnectées. Ce modèle s'appuie sur le modèle issu de l'accord cadre de fin 2017 entre Enedis, EDF, la FNCCR et France Urbaine, tout en tenant compte des spécificités des zones non interconnectées. Ce nouveau modèle est le résultat de notre volonté commune de moderniser le cadre contractuel des concessions dans ces territoires. Et je citerai plusieurs évolutions majeures, un dispositif novateur de gouvernance des investissements qui permet aux concédants et aux concessionnaires de partager la même vision sur nos objectifs à long terme, notamment en matière de qualité de service, la valorisation du rôle des réseaux de distribution publique d'électricité pour le développement des énergies renouvelables et la mobilité décarbonée, la modernisation de la redevance de concession, qui désormais tient compte de l'évolution des caractéristiques propres à la concession et aux enjeux liés à la transition énergétique, et une nouvelle répartition de la maîtrise d'ouvrage qui a été précisée dans le respect des équilibres préexistants. Donc vous, qui êtes dans les territoires insulaires, vous savez que notre engagement auprès de vous est un engagement de conviction et d'attachement aux valeurs communes que nous portons. Nous allons faire vivre et progresser le modèle concessif, nous y sommes tous attachés, et les bouleversements multiples du monde de l'énergie sont une raison supplémentaire, s'il en est besoin, de renforcer nos relations. Voilà, pour conclure, je vous dirais que le plan européen annoncé le 20 juillet pour l'hiver qui arrive, l'engagement du président de la République dans le plan de sobriété annoncé le 14 juillet, le renouveau du nucléaire et l'accélération du développement des énergies renouvelables, la loi sur le pouvoir d'achat votée cet été, l'existence même d'un conseil de défense au début du mois de septembre, intégralement consacré à l'énergie, et puis vos propres engagements, portés par votre fédération et rappelés à travers vos prises de parole régulières et nombreuses, tout ceci rencontre les convictions d'EDF au quotidien, comme à moyen et long terme. Nous avons un avenir commun, passionnant, exigeant, au service de la transition énergétique, à la hauteur des enjeux de la lutte contre le dérèglement climatique. Mon propre mandat, vous le savez, va s'achever prochainement. Je témoignerai auprès de mon successeur de l'importance de votre rôle et de votre confiance quand on a la charge de piloter EDF. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vous invite à vous asseoir.
peut-être servir un verre d'eau à notre invité. Voilà, allez-y. J'ai quelques minutes pour prendre 1, 2, 3 questions, pas plus. Alors allez-y, si quelqu'un veut se signaler. Monsieur Dupont, j'arrive. Monsieur le Président, c'est avec plaisir que j'interviens aujourd'hui pour votre dernier congrès de notre FNCCR dans le cadre de vos fonctions, et je vous remercie de votre disponibilité. Vous avez évoqué un large spectre du monde énergétique, c'était votre rôle et je vous en remercie. Et je voudrais revenir sur deux points saillants pour nous, que nous avons eu l'occasion de partager hier avec Marianne Legnaud, sur des enjeux qui nous touchent au quotidien dans le fonctionnement de nos collectivités et de nos institutions. Sur le tarif réglementé de vente, notamment, où vous avez très rapidement brossé le cadre dans lequel il s'inscrit et le rôle limité qui est le vôtre dans la discussion de l'éligibilité des collectivités locales, auquel évidemment aujourd'hui c'est un de nos soucis majeurs, puisque vous le savez, dans le cadre des règlements tarifaires tels qu'il est aujourd'hui présent, il va induire des bouleversements des services publics locaux dont nous avons la charge. Et je voulais simplement vous dire que j'ai beaucoup apprécié la prise de position récente que vous avez eue sur la stratégie nucléaire de la France, à l'occasion de prise de position avec des ministres. Et je pense que l'arrivée vers votre fin de mandat vous laisse un peu plus de liberté de parole que vous en avez eu auparavant. Et donc, je pense que vous avez un rôle important dans le cadre de la défense, en tout cas pour plaider à nos côtés l'éligibilité des collectivités locales où, en fin de compte, l'ensemble des missions que nous apportons, que ce soit sur les régies d'eau ou d'assainissement, sur les télécommunications, sur l'organisation des services de proximité de nos concitoyens, eh bien, ce retour au TRV est important. Donc, je vous le dis, même si ce n'est pas complètement de votre responsabilité, je demande officiellement que vous puissiez plaider à nos côtés dans ce sens auprès du gouvernement d'ici la fin de votre mandat. Vous avez aussi évoqué un autre sujet sur la nécessaire vision de temps long sur la stratégie industrielle d'un groupe comme le vôtre. Et ce n'est pas le maire de Chinon que je suis qui va contester ce point. L'histoire nucléaire dans le bassin de vie du Chinonais, construite depuis 1957, le début de la boule, hein, vous la connaissez, on avait eu l'occasion de s'y retrouver. Et d'ailleurs, je profite de vous glisser un petit mot à vos équipes. On est candidat pour accueillir des unités de nouvelle génération. Hein, je vous l'ai fait passer, donc gardez-le dans l'esprit. On sait que les 6 premiers sont attribués, mais pour les autres, on est candidat. Donc simplement sur la nécessité des contrats d'achat pour les collectivités locales, cette nécessité de rebâtir un modèle qui nous permette d'échapper à la volatilité des contrats de court terme et qui nous laisse la capacité de bâtir avec un industriel énergéticien français dont on connaît les qualités, des contrats de moyen et de long terme qui nous permettent à la fois de garantir des services efficaces, mais surtout des coûts confortables pour nos concitoyens. Merci d'avance. Merci. Bien, je ne vais pas nécessairement commenter parce que je crois qu'on se retrouve tout à fait sur ce que vous avez dit. Enfin, certains commentaires ne sont pas les miens, mais je voudrais vous dire qu'en effet, aujourd'hui, je crois que la clé, c'est de trouver dans le cadre de l'Europe une compréhension beaucoup plus forte du fait qu'il ne s'agit pas d'un épiphénomène à régler par des mesures d'urgence de 4 mois. J'ai pas eu le temps de dire, mais les mesures d'urgence qui sont âprement discutées depuis la rentrée, qui vont peut-être aboutir, mettons, la semaine prochaine, c'est pour la période décembre à avril. Ça s'arrête le 1er avril. Je crois que le problème aujourd'hui dont vous souffrez est un problème de structure même du marché de l'électricité. Malheureusement, je me suis aperçu en juillet, en parlant à mes interlocuteurs européens, que les élections européennes, je l'ai dit brièvement au pupitre, vont empêcher une réforme de fond de se faire d'ici à 2 ans. Donc on est plutôt en train de parler de 2025 ou 2026. Et vous ne pourrez pas attendre. Alors moi je comprends que le gouvernement est conscient de ça. J'ai compris qu'il y avait un fonds spécial collectivité locale là-dessus. Pas à moi de vous dire à quel guichet vous adressez. Mais je crois que le gouvernement est conscient. Ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, c'est que nous mettions vraiment tout en œuvre pour sortir
de ce fonctionnement du marché européen, où nous avons aligné dans un pays qui utilise très peu de gaz pour produire de l'électricité, les prix de l'électricité sur le produit du gaz, avec des volatilités extrêmement élevées et des problèmes qui deviennent macroéconomiques, d'ailleurs pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays. J'ai vu dans un journal que c'est 500 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe, vous vous rendez compte ? 500 milliards d'euros qui vont être transférés des acteurs de marché via les gouvernements vers les consommateurs pour contrebalancer le fait que le modèle est arrivé au bout. Le modèle ne fonctionne plus. Donc ça devient un problème macroéconomique et je crois que nous tous, nous devons faire en sorte qu'on fasse émerger le plus vite possible un modèle stable qui vous permettra, vous, de ne pas subir ces à-coups et puis qui permettra de refléter, dans un pays comme la France, le fait que l'électricité est produite à 96% sans utiliser du gaz. Merci. Alors, ce sont toujours les premiers rangs qui parlent. Il n'y a pas une question, là, dans le fond de la salle ? Ce sera la dernière, pour respecter l'horaire. Quelqu'un veut intervenir ? Bon, les premiers rangs aussi, hein, du coup. Oui, monsieur ? Oui, merci beaucoup. Christophe Guillemin, journaliste pour Smart City Mag. J'avais juste une question sur l'objectif de 10% qui a été présenté par le président Macron donc en juillet dernier. Je voulais savoir si vous aviez des recommandations à donner aux collectivités territoriales sur les bonnes mesures à prendre pour atteindre ces 10%. Vous avez parlé de sobriété. Il y a des sobriétés sur l'éclairage public, des sobriétés sur les bâtiments, peut-être sur la mobilité. Voilà, je voulais savoir si ce chiffre vous avait vraiment interloqué quand il a été prononcé par le président, sachant qu'on était déjà engagé sur des choses en 2030, en 2040. Donc voilà, en 2 ans, il faut atteindre moins 10% de consommation, notamment sur l'électricité. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ce chiffre. Je pense que ce chiffre est une première étape dans un mouvement qui, à mes yeux, doit être un mouvement de fond. Alors, les éco-gestes, on va en reparler, les éco-gestes des particuliers, il y aura des campagnes à la télévision et sur Internet et dans les journaux. Les éco-gestes pour les entreprises, nous essayons de les traiter avec une discussion bilatérale avec chacun de nos clients, collectivités ou entreprises, parce que finalement, il y a peu de situations totalement équilibrées. Et certains regardent l'éclairage des bâtiments, d'autres regardent l'éclairage public. J'ai entendu parler des piscines ou autres. Chacun fera comme il l'entend. Et je crois que ce qui est important, c'est que nous ne considérions pas simplement que nous avons un effort à faire pour passer un hiver ou 2 hivers. Nous avons des efforts à faire parce que nous avons été habitués, le président l'a bien dit, à cette abondance, à cette disponibilité permanente et à ces prix qui sont, il faut le dire, assez bas par rapport à ce qu'ils étaient en termes de pouvoir d'achat, par rapport à ce que, je ne sais pas, moi, ce que j'ai connu quand j'étais enfant, quand j'étais jeune. Le prix de l'électricité pour un ménage, c'était beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui. Donc on a pris de mauvaises habitudes parce qu'on a fait des gains de productivité considérables et que le nucléaire nous a habitués à avoir cette électricité finalement assez bon marché. Donc je pense qu'il faut des changements de comportement, des changements d'état d'esprit pour l'ensemble des acteurs de la société, acteurs économiques, mais d'une manière générale, les acteurs de la société. Et puis je vous invite à être attentifs aux campagnes que nous allons lancer pour le grand public dans quelques jours, où on essaiera d'expliquer aux Français que il faut faire attention, par exemple, l'utilisation des machines à laver dans le cadre domestique, pour prendre un exemple parmi d'autres. Voilà. Je crois que c'est vraiment une question d'état d'esprit, et ensuite c'est aussi une question de dialogue entre des fournisseurs et des collectivités de toute nature qui ont à se préoccuper de cela. Vous savez, en parlant avec les industriels aussi, on s'aperçoit que même si on pourrait penser que des industriels ont déjà beaucoup réfléchi et ont déjà un niveau d'efficacité très élevé, on a des victoires rapides, des quick wins. On a des victoires rapides aussi avec des industriels quand les gens commencent à se préoccuper du fait que, oui, ils s'en étaient jamais tellement préoccupés justement de ce sujet de la facture d'énergie. Et quand ils regardent en détail, ils trouvent des solutions. Et donc, je suis convaincu que ce chiffre de 10%, il est à notre portée. Tout simplement parce que quand on se fixe un objectif sur un sujet dont on ne s'est jamais occupé, on arrive à faire plein de choses.
Vous l'avez dit, nous avons besoin d'une réforme profonde de notre organisation et du financement de nos activités et très attachée aussi au modèle concessif. Merci pour votre intervention. Xavier Pintat, je vous laisse remercier votre invité. Très brièvement, je voudrais remercier encore le président Jean-Bernard Lévy de sa présence aujourd'hui et puis surtout de la clarté de ses propos transparents, libres, clairs et qui a rappelé finalement les valeurs de service public qui nous unissent. Il a même été jusqu'à citer nos propos. Donc nous sommes tout à fait ravis et nous allons l'applaudir bien fort. Merci beaucoup.